présentation de ma liste, on se répète un petit peu. C'est la carte des pays appliquant la norme ITIE. L'intérêt d'avoir des déclarations obligatoires, c'est d'avoir finalement une démarche complémentaire. Il ne s'agit absolument pas d'opposer ces deux obligations, d'une part l'ITIE et d'autre part les déclarations obligatoires, mais simplement d'avoir accès à plus de données. Pourquoi? Comme l'a dit Maïlis, on n'a pas encore des informations sur un certain nombre de pays qui n'ont pas décidé de rejoindre l'ITIE puisque c'est une décision souveraine. Or, une entreprise au hasard comme Total, qui est donc enregistrée en France, doit reporter les paiements sur l'ensemble des pays où elle exploite des ressources naturelles. On a donc accès à des paiements dans d'autres pays qui ne font pas partie de l'ITIE, l'Angola ou l'Ouganda, qui a été cité auparavant par Maïs. Deuxièmement, on a accès à des données plutôt dans la plupart des cas. Maïlis le mentionnait dans sa présentation. Généralement, il faut attendre environ 2 ans pour avoir accès aux données de l'ITIE. Dans certains pays, c'est 1 an. Il y a un effort qui est fait pour avoir des données plus tôt, mais ça reste relativement rare. Les entreprises doivent publier dès la fin de leur exercice financier. En 2016, on a donc eu pour la première fois accès aux données qui étaient publiées en 2015. Pour les rapports ITIE, la plupart de ces données seront disponibles dans les environ 6 à 7 mois. Donc, on a eu accès à des données qui n'étaient pas encore dans le domaine public. Et enfin, un troisième aspect qui est très important, c'est que pour une même entreprise, on va être capable de pouvoir comparer les traitements entre un pays et un autre, où sont versés la plupart des paiements et si un paiement est moins important dans un pays ou un autre. Et c'était toute l'idée d'un rapport qu'on a sorti, alors pas seulement Oxfam, mais également One, Sherpa et le BASIC, qui est d'ailleurs dans ces locaux, donc on est voisins aujourd'hui, et qui analysait les premières déclarations obligatoires de 6 entreprises françaises. Areva, EDF, Engie, Eramet, Morel Prom, et Total. L'idée, c'était d'avoir du coup un panel d'entreprises qui était représentatif des différentes activités des entreprises françaises et d'analyser à la fois l'utilité de ces données, dans quelle mesure on était capable d'avancer sur ces données, et quelles étaient leurs limites, et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les améliorer. On a donc eu accès à des milliers de paiements qu'on a dû mettre en regard d'éléments de contexte, et dans le rapport qu'on a publié le 13 avril dernier, on a décidé de faire un focus sur 2 projets en particulier. Le premier est un projet de Total en Angola. Le cas d'étude s'appelle Une histoire en question. Pourquoi on a décidé de s'intéresser à Total en Angola? Il faut savoir que les activités de Total en Angola, l'Angola est le 2e pays en termes de versement de Total en 2015. Et que Total est le principal acteur pétrolier en Angola. Et, comme je l'ai dit auparavant, l'Angola n'est pas un pays membre de l'ITIE. On avait donc accès pour la première fois à un certain nombre de données publiées par les entreprises. C'était tout nouveau. Et du coup, on a pu faire un certain nombre d'analyses qu'on n'était pas capable de faire avant. Et notre analyse sur un seul bloc, qui est le bloc principal en Angola, qui s'appelle le bloc 17, c'est le champ pétrolier qui assure environ 40% de la production pétrolière en Angola, a révélé un certain nombre d'informations. La première, c'est qu'un écart de plus de 100 millions de dollars a été relevé entre ce qui était publié par les autorités angolaises et ce qui était publié par les entreprises sur la base des déclarations de Total. Le rapport, je ne vais pas aller beaucoup dans les détails puisque je n'aurai pas le temps lors de cette présentation, mais si vous voulez, le rapport retient 2 hypothèses et 3 explications possibles. La première, c'est simplement qu'il puisse y avoir une différence de compréhension sur ce paiement entre ce que entend Total et ce qu'entendent les autorités angolaises. C'est une possibilité. La deuxième, c'est que puisque les entreprises rapportent plus de versements à l'Angola que ce que l'Angola déclare, il y a une possibilité qu'un détournement puisse avoir été effectué par quelqu'un au sein des autorités angolaises, sans qu'on puisse prouver si le détournement a été effectué par une personne en particulier et à quelle destination. Enfin, une troisième hypothèse est que Total pourrait avoir sous-évalué les barils pétroliers vendus de manière à économiser un certain nombre d'impôts. C'est une manœuvre qui est assez classique pour réduire sa facture fiscale, si vous voulez, et on a mis en évidence que les barils
produits par Total sur ce champ étaient revendus à une filiale en Suisse. On revient un petit peu à un schéma qui a été notamment montré par Maëlys auparavant en Zambie. Donc ces 3 hypothèses qu'on a mis dans le domaine public, qu'on a notamment soumis à Total et à qui on a demandé des réponses. On n'a pas encore une réponse officielle avec les éléments explicatifs, mais ces données nous ont permis d'avoir cette question et cette analyse beaucoup plus fine que ce qu'on avait avant. Un deuxième élément, un deuxième projet sur lequel on a souhaité s'attarder, c'est le projet d'Areva au Niger. Alors vous voyez, à qui profite l'uranium, vous voyez qu'on est très originaux dans les titres, puisque c'était également le titre en Zambie, à qui profite le cuivre. Pourquoi on a décidé de s'intéresser à Areva au Niger? Oxfam avait déjà lancé une campagne sur les questions d'Areva au Niger en 2013, qui s'appelait donc à qui profite l'uranium, et cette campagne avait été lancée en amont d'une renégociation des contrats entre Areva et le Niger. Et le message principal de cette campagne, c'était de dire que Areva ne contribue pas à sa juste part au Niger, en étant notamment soumis à une imposition en dessous du taux en vigueur, puisqu'ils avaient un accord avec l'État du Niger pour ne pas payer le même pourcentage d'impôts que les autres. Suite à cette campagne, qui a été menée donc à la fois par Oxfam, mais par également une ONG locale nigérienne qui s'appelle le ROTAB, les renégociations ont pu avoir lieu en 2014, et un partenariat qui a été annoncé comme gagnant-gagnant, une renégociation qui a été annoncée comme gagnant-gagnant, a été annoncée par l'État du Niger sur les versements d'Areva. L'intérêt des nouvelles données, c'est que c'était la première fois qu'on avait accès aux versements d'Areva au Niger depuis une négociation. On était donc capable d'avoir une idée un peu plus précise sur l'impact des négociations. Et malheureusement, ce qu'on a pu voir, c'est que les négociations ne sont peut-être pas autant gagnant-gagnant qu'il avait été annoncé par l'ensemble des parties. Premièrement, on a pu mettre en évidence que depuis les négociations, Areva verse moins de redevances, sans S, c'est une faute, au Niger, alors qu'il s'agit de la principale contribution du groupe français au Niger. Et on a estimé que le manque à gagner était de près de 15 millions d'euros. Par manque à gagner, on entend que si les négociations n'avaient pas